99.5 Montréal. Plusieurs d'entre vous connaissent notre prochaine invitée, d'autres ne la connaissent pas. Je vous invite à la découvrir. Elle est reconnue comme étant une journaliste indépendante et documentariste québécoise. C'est comme ça, moi, que j'ai décidé de vous la présenter. Elle fait beaucoup de travail d'enquête avec une approche d'enquête citoyenne. Elle a élaboré des documentaires fort intéressants sur sa chaîne helloveutsavoir.com. Donc, ceux qui la connaissent viennent déjà d'avoir un gros indice. Et elle est connue pour son style non conformiste, sa volonté d'ouvrir des débats là où règne le silence. Elle a abordé plusieurs sujets plus sensibles ou des dossiers qui sont dans les zones grises et notamment l'affaire Epstein qu'elle a creusé beaucoup. Alors, elle va venir nous parler de cette affaire Epstein dont on n'entend pas tant parler dans les médias traditionnels. Nous accueillons Héloïse Bois. Bonsoir, Madame Bois. Allô, merci de m'accueillir à votre émission, ça s'intègre. Bien, c'est un grand plaisir. On a l'occasion de vous suivre sur votre chaîne Hello veut savoir. On peut vous voir sur différents podcasts aussi, soit comme invité ou vous menez vous-même vos propres podcasts, vos propres aussi documentaires, je dirais, sur différents sujets, toujours avec un angle bien différent. Et on aime ça ici, les angles non conformistes, avec une volonté, une ouverture d'esprit. Et puis, c'est ça, le dossier sur l'affaire Epstein. Vous avez creusé ce dossier-là beaucoup et nous avions envie de vous entendre, les auditeurs et moi, sur cette question. Où on en est dans ce dossier? Parce que ça semble traîner de la patte, là. Ça traîne. Avant toute chose, puis-je te demander de me tutoyer, s'il te plaît? Oui, absolument. Parfait. Je vais être tellement plus à l'aise. Et puis, pour répondre à ta question, en fait, c'est vrai que ça traîne. On a eu des promesses qui ont été faites en grande pompe. Pam Bondi nous a dit le 27 février, elle a dit à Fox News que demain, ça serait révélé au grand public. Et pour remettre en contexte ceux qui connaissent pas vraiment l'affaire Epstein, en 2019, cet homme, ce financier extrêmement riche, un milliardaire, a été arrêté dans l'État de New York. Et ça devait être un procès retentissant parce que ça impliquait un réseau de trafic humain qui apparemment impliquait beaucoup de figures publiques très connues, des politiciens, le prince Andrew, entre autres, qui a sorti. Les victimes ont accusé. Donc, il y a beaucoup de monde. Il y a Donald Trump, dont le nom est sorti, et bien entendu Bill Clinton, qui aurait été 26 fois à bord de son avion, qui s'appelle le Lolita Express. Donc, ça devait être vraiment méga comme procès, mais malheureusement, il a été suicidé, comme on pourrait dire. Il n'y a pas grand monde qui croit à sa mort. Là, un mois plus tard, on l'a retrouvé mort dans une prison qui devait être à haute surveillance avec des caméras, mais étrangement, les caméras n'ont pas fonctionné à ce moment-là. Les gardes qui devaient être là aux 30 minutes faire des tours s'étaient endormis. Il y a plein d'affaires bizarres. Et même l'autopsie révèle que ce serait un meurtre. Son frère lui-même dit que c'est un meurtre et essaie de faire en sorte qu'on trouve qui l'a assassiné. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de gens très puissants, en fait, qui ont eu les moyens de le faire taire et de faire en sorte que le procès ait jamais lieu parce que quand il n'y a pas de procès, quand quelqu'un est mort, il n'y a pas de procès. C'est aussi simple que ça aux États-Unis. On peut pas faire un procès à un mort. Alors, on n'a jamais vraiment su. Il y a des gens qui ont commencé à s'intéresser à cette histoire-là parce que visiblement, ça nous touche tous parce que ça touche des gens qui sont en position d'autorité dans le gouvernement. Puis on se dit, ces gens-là sont élus à nous gouverner. Puis finalement, c'est des criminels. On a peut-être un malaise avec ça, comme gens de la population. Donc, les gens se sont mis à faire des enquêtes citoyennes. Il y a énormément de livres très, très substantiels avec beaucoup de sources qui sont sorties pour spéculer sur qui était cet homme, Jeffrey Epstein. Et là, Pam Bondi nous dit le 27 février, enfin, nous, le gouvernement le plus transparent de l'histoire des États-Unis, nous allons sortir les documents. Et le lendemain, finalement, on peut pas dire qu'ils ont sorti. Ils ont sorti un cartable de 200 pages, alors qu'on parle que c'est des dizaines de milliers de documents, des boîtes et des boîtes de documents. Et ils ont été remis pas aux médias traditionnels, ce qui peut être compris parce qu'on sait que Trump est assez en opposition avec les médias traditionnels et puis il a pas peur des traités de fake news, etc. Il va souvent dire qu'il a perdu sa confiance dans ces médias-là. Donc, il est allé choisir, l'administration Trump a choisi 15 influenceurs. Et donc, ça, c'est comme des gens en soi un peu étranges parce que les influenceurs qui ont été choisis sont vraiment des militants. C'est pas vraiment
c'est pas, justement, tu m'as présenté comme étant journaliste indépendante, puis des fois, j'ai comme un petit bémol avec ce terme-là parce que je fais quand même de l'opinion. Puis selon moi, un journaliste vraiment assumé devrait être le plus neutre et rapporter juste des faits puis jamais vraiment donner son opinion. C'est mon opinion. C'est pour ça que j'aime mieux dire que je suis une créatrice de contenu, par exemple, que de dire que je suis une journaliste indépendante, même si effectivement ce que je fais, c'est du travail de journalisme. Mais ils ont été chercher des gens qui ne se disent pas journalistes indépendants, comme par exemple le compte Libs of TikTok, pour ceux qui sont sur X. C'est vraiment du militantisme anti-gauche, anti-libéral, et qui est très, très, très de droite. Oui. Mais là, tu sais, de voir qu'ils sont rendus à la Maison-Blanche et qu'ils sont super fiers aux côtés du président Trump et qu'ils se prennent en photo avec le cartable tout sourire, alors que ça relate quand même des crimes et dans ça, on parle de personnes qui ont été violées, qui ont été trafiquées sexuellement, qui ont été prostituées contre leur gré. Il y a beaucoup de gens de la communauté qui essaient de faire sortir la vérité, qui disaient que c'est totalement inapproprié de sortir ça en grande pompe. Vous venez pas de gagner un Oscar, là, tu sais, ça a pas lieu d'être. Puis finalement, ils ont pas aussi ce que moi je pense, c'est qu'ils auraient dû sortir les documents un peu comme WikiLeaks fait des sorties, les mettre sur Internet en PDF pour que tout le monde puisse y avoir accès en même temps. Mais là, finalement, les documents ont été mis éventuellement, là, les gens les ont scannés, les ont mis en ligne, sont tous caviardés, mais lourdement caviardés. Là. Donc, l'administration, ceux qui trippent sur Trump vont dire « Hey, non, attends, ils ont protégé les victimes, ils ont caviardé les noms des victimes. » Oui, mais ils ont aussi caviardé les noms de tous ceux qui sont des criminels. Il y a aucun nom, c'est pas compliqué, il y a rien. Alors qu'il y a déjà des informations qui avaient fuité. Donc, ce qu'ils nous ont sorti, c'est comme l'information qu'on savait déjà, mais caviardée. Alors, c'est sûr que c'est un petit peu choquant. Puis, depuis ce temps-là, il se passe plus rien. Là. C'est bloqué. Comme tu dis, ça traîne de la patte. On est à un moment où on nous dit un peu à tous les jours, ça s'en vient, soyez patients. Mais en date d'aujourd'hui, le 14 mars, 2 semaines après l'annonce que ça sortait demain, on n'a toujours rien. Mais est-ce que les faits sur le trafic humain, la prostitution juvénile ou l'exploitation des jeunes dans un but sexuel, est-ce que ça a été confirmé même s'il n'y a pas de nom? Oui, en fait, parce que tu vois, il était pas seul, bien entendu, dans cette histoire-là. Puis il y avait une co-conspiratrice avec lui, une femme qui s'appelle Ghislaine Maxwell, qui est la femme de Robert Maxwell, qui est un richissime anglais qui détient à peu près tous les médias en Angleterre et qui était d'ailleurs très, très accoquiné avec Israël et le Mossad et tout ça. Donc, il y a beaucoup de gens là, qui vont rentrer dans les spéculations, mais quand même assez fondées que en fait, il aurait été probablement Epstein qui était pendant un moment amoureux. Là, il était en relation de couple avec Ghislaine Maxwell, puis après est resté comme son associé. Aurait été un agent probablement de l'intelligence israélienne et de la CIA et qui se servait donc de cette opération-là de chantage pour, en fait, c'est que tout le monde était filmé dans ses avions, sur son île, dans ses maisons et était pris en faisant un crime. Et donc, après, il se servait de ces enregistrements-là pour faire chanter et faire un peu ce qu'il veut au gouvernement. Ghislaine Maxwell a eu un procès. Elle est présentement en prison en Floride. Elle purge 20 ans pour avoir justement aidé Jeffrey Epstein à recruter des jeunes mineurs et les trafiquer sexuellement. Et encore là, ce qu'on reproche dans la communauté des gens qui essaient de faire sortir la vérité, c'est assez étrange que cette femme-là soit en prison pour 20 ans, donc jugée coupable, pour avoir trafiqué des jeunes filles à personne. Il n'y a absolument personne d'autre qui a été accusé. Il n'y a aucun nom qui est sorti. Donc, on voit que c'est des gens extrêmement importants. Oui. Oh, c'est vraiment perturbant. Pamela Bondi, la procureure générale des États-Unis, qui a remis les fameux cartables aux influenceurs et aux créateurs de contenu le 27 ou le 28 février dernier, là, vous disiez, j'ai dit vous, je suis désolée, Héloïse. Elle a tout de suite, elle s'est tournée vers le FBI pour dénoncer le fait qu'il manquait de l'information et elle semble avoir lancé la patate chaude vers le FBI en disant il manque énormément d'informations, j'exige du FBI que les renseignements arrivent sur mon bureau demain matin, je veux ces renseignements demain matin sur mon bureau. Qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? En fait,
il y a toujours comme plusieurs perceptions de cette même réalité. Il y a ceux qui vont dire, elle a tout orchestré, elle le savait déjà quand elle a annoncé qu'il y avait 200 pages, elle savait qu'il y avait plus de documents et ça faisait partie de la grande stratégie de faire en sorte que tout le monde ait les yeux rivés sur elle au moment où elle met en lumière que le FBI est corrompu et qu'il a même menti à l'administration Trump et a mis des bâtons dans les roues au président des États-Unis parce qu'ils n'ont pas donné les informations qu'ils étaient obligés de livrer sur le bureau de la procureure générale. C'est vrai que ça a fait ça. Maintenant, tout le monde sait que le FBI a caché des choses. Après, ils ont forcé l'homme qui avait fait ça là, à démissionner. Le nom m'échappe. Là. Donc, lui, il a dû résigner, mais en même temps, comme plusieurs le font remarquer, maintenant, il va avoir une super belle retraite. Il est parti avec bonus. Il va vivre au crochet du contribuable alors qu'il a contribué à cacher probablement des crimes les plus sordides de l'histoire récente des États-Unis. Donc, il y en a beaucoup qui disent qu'il devrait juste être poursuivi en justice. Tu sais, c'est pour ça qu'on commence à douter vraiment du système judiciaire. En tout cas, moi, je fais partie de celles qui doutent de plus en plus. Ça devient vraiment, c'est facile de tomber dans le cynisme parce qu'on a l'impression que la justice existe juste pour le commun des mortels, nous, la plèbe, mais qu'elle s'applique vraiment pas quand tu as ben de l'argent. Alors, effectivement, elle a dit que le FBI lui avait caché et elle a écrit une lettre à Kash Patel, qui est maintenant en charge du FBI, qu'elle a rendu publique en lui exprimant le fait que, bon, tout ça, le FBI lui avait caché des informations et que là, c'était important de ramener ça. Là, et elle demandait d'avoir les documents le lendemain matin. C'est toujours le lendemain que ça se passe. Et finalement, on n'a jamais... Ben là, paraîtrait que les documents ont été livrés. Mais ce que je tiens à dire par rapport à ça, puis c'est là que ça devient un peu décevant, mais c'est important de rester quand même réaliste et de se baser sur l'histoire pour se faire une idée de ce qui se passe. Si, mettons, on prend la Church Committee qui a eu lieu dans les années 70, c'était une commission d'enquête à grand déploiement qui est, à mon avis, le moment où il y a le plus de vérité qui a éclaté au grand jour dans les 50-60 dernières années. C'était là qu'on a appris sur MKUltra, qui est une opération clandestine épouvantable que le gouvernement américain a menée, particulièrement la CIA. Et quand ça a sorti, le président l'avait vu venir quelques mois avant, parce que probablement que ça craquait de plus en plus, puis là, ça devenait évident que la pression qui était faite de ceux qui voulaient que ça sorte allait avoir du succès. Et le président, je me rappelle plus c'était lequel, mais en tout cas, avait demandé à ce que tous les documents concernant MKUltra soient détruits. Et donc, les documents qui finalement ont percé au grand jour grâce à la commission Church, c'est 1% environ de ce qu'on saura jamais parce qu'ils ont tout détruit. Et ça, bon, c'est ce qui s'est passé dans les années 70. On serait un peu dupe de penser que c'est différent maintenant et que tous les documents qui ont été saisis, qui concernent probablement Bill Clinton et plein de gens extrêmement haut placés, comme je dis, la royauté, etc., il les garde dans un coffre-fort pour le jour où on va avoir donc ben un élan du cœur d'avoir envie de savoir qu'est-ce que ces gens-là font dans notre dos. Il faut être réaliste. Il y a de fortes chances que la majorité des documents qui incriminent les personnes les plus importantes sont déjà détruits. Ça, je trouve ça super plate de l'admettre, mais il faut être réaliste. Probablement que les documents qui restent, c'est des documents qui sont pas trop incriminants ou qui sont pas trop dérangeants et donc les déclassifier, ça va pas faire en sorte que le prince Andrew va finir en prison. Je trouve ça dommage, mais je pense qu'il faut quand même regarder un peu comment l'histoire se déroule pour se faire une idée des modus operandi des criminels qui sont en position de gros pouvoir. Et il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas détruit les vidéos où on les voit avoir des relations sexuelles avec des mineurs, à mon avis. Oui, ça fait qu'il y a de nombreuses victimes qui attendent ou qui espèrent toujours une justice et peut-être qu'ils l'obtiendront jamais ou ça va prendre du temps. Bon, l'affaire Epstein est devenue un symbole dans les discours anti-élite ou complotistes. Comment on fait la part des choses entre les suppositions, les hypothèses et les faits dans un dossier aussi médiatisé, mais aussi à la fois médiatisé, mais aussi nébuleux? Oui, c'est difficile. C'est vraiment très difficile. Puis je pense que c'est le défi de vivre en 2025, c'est que il y a tellement d'informations. Tu sais, on n'est plus dans une époque où on manque d'informations puis que la seule façon d'être informé, c'est d'ouvrir notre télévision puis d'écouter les nouvelles de 18 heures. C'est le contraire. On est submergé d'informations. Puis là, ça a parti d'une espèce de guerre entre les médias traditionnels puis les médias alternatifs où, bon, tout ce qui se fait sur Internet, ce serait des fake news.
et qu'il n'y a que la vérité à la télévision et vice-versa. Tu sais, chacun se lance des roches. Mais je pense que il faut vraiment, premièrement, être le plus factuel possible quand on fait sa recherche. On peut s'aider vraiment des intelligences artificielles maintenant qui ont la faculté. Il faut se servir de la technologie. Là. On peut demander aisément, moi je suis beaucoup sur X, toi aussi je le sais, là, mais sur Grok ou sur ChatGPT, OK, j'ai cette... est-ce que tu peux vérifier? Je l'ai fait justement en faisant ma recherche avec... puis là, c'est Trump, puis des fois ça disait qu'il était 7 fois sur l'avion d'Epstein, d'autres fois ça disait une fois. J'ai dit, peux-tu me clarifier ça? Puis là, il m'a tout sorti l'information, pourquoi c'était ambigu, en me donnant les sources, en me donnant les documents originaux. Donc là, je veux dire, quelqu'un qui veut vraiment savoir la vérité peut se faire une très bonne tête sans être complètement perdu. Mais je pense que c'est important de garder en tête qu'on a juste la pointe de l'iceberg et c'est ça la réalité. On peut pas avoir le grand dessin de ce qui se passe. Donc, comme tu dis, qu'est-ce qu'on peut vraiment savoir dans l'affaire Epstein? Moi, j'ai l'impression que Epstein, un peu comme Weinstein avec le mouvement MeToo, tout le monde savait, sa première accusation date de 2005, puis il a été accusé finalement en 2019. Et en 2005, ça faisait déjà, même si les allégations remontaient aux années 90. Donc, ça faisait longtemps qu'il faisait un réseau de trafic humain et qu'il y avait des allégations contre lui. Donc, quand ça commence à craquer de partout, moi, j'ai l'impression que c'est comme bien de donner en pâture et on fait OK, on se débarrasse de lui, c'est un pion, il est éjectable, mais le réseau continue. Moi, je pense qu'Epstein, c'est ça qui s'est passé, puis ils nous l'ont donné. Maintenant, tout le monde sait qu'il existe, tout le monde, c'est devenu une histoire justement qui nourrit beaucoup les... je déteste le terme complot, mais parce que je pense que ça existe de toute façon. Ça veut pas dire que c'est forcément qu'on est en délire psychotique, là. Mais malheureusement, c'est vrai que ça devient très difficile de faire la part des choses. C'est pour ça que je suis pleine d'espoir qu'on ait assez d'informations pour que du moins l'opinion publique penche un peu plus à comprendre que nos élites, pas toutes, mais qu'il y a clairement une gangrène de prix au gouvernement et que je pense que c'est l'opinion publique qui peut faire changer les choses. Plus il va y avoir une conscience autour du fait qu'il y a un trafic d'enfants, qu'il y a des gens qui sont potentiellement présidents des États-Unis qui violent des jeunes enfants et des jeunes filles. Et quand les gens vont prendre conscience qu'on vit dans cette espèce de monde où le pouvoir a tellement corrompu les gens qui sont rendus, qui n'ont plus vraiment d'âme puis qui n'ont plus de morale, bien là, on va peut-être pouvoir commencer à avoir une vraie discussion publique sur comment on reprend le contrôle. Je veux dire, comment on fait en sorte que le peuple soit représenté chez nos gouvernements, chez nos élites, que je pense que c'est ça qui est positif de ce qui se passe présentement, c'est qu'on en parle beaucoup sur Internet, oui, peut-être pas dans les médias de masse, mais ça fait jaser, puis j'ose croire que ça va faire en sorte que l'opinion publique va finir par changer, parce que je pense vraiment que le changement commence ici, chez nous, dans le peuple. C'est pas le gouvernement qui va changer les choses. Oui, c'est l'éveil citoyen qui peut mettre la lumière. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce dossier très intéressant. Héloïse Bois, c'était un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Au plaisir. Et ceux qui veulent en voir plus, ceux qui vous ont découvert ce soir, on les invite à aller voir votre chaîne helloveuxsavoir.com. Merci. Oui, je présente aussi sur toutes les autres plateformes, là, facile à trouver sur YouTube, Facebook, X, etc.